Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous raconter, je vais vous expliquer un point ô combien important pour toute personne qui souhaite lancer ou développer son activité de marchand de biens immobiliers. Et je vais vous parler aujourd'hui de toutes les contraintes que rencontre un marchand de biens. Mais pas seulement, l'idée c'est pas juste de vous raconter, de vous énoncer des contraintes, etc. Mais c'est de déconstruire une certaine croyance que les personnes peuvent avoir autour de l'activité de marchand, ce qui est important dans l'activité de marchand ou pas. Et par contre de venir mettre l'accent sur ce qui est vraiment important. Donc à l'issue de cette vidéo, vous allez avoir face à vous tout l'éventail des choses qu'il est important de connaître lorsqu'on veut lancer ou développer une activité de marchand. Et aussi, je vais vous expliquer ce qui est peut-être un peu moins important, peut-être sur quoi vous pensiez vouloir mettre de l'énergie et du temps, et éventuellement switcher cette énergie vers les bons endroits. Donc à chaque fois que je vous parlerai d'une contrainte, je vous donnerai des exemples concrets. Dans quelle situation vous allez rencontrer ces contraintes pour que vous puissiez un petit peu resituer chacun de ces trucs. Alors il faut savoir que le modèle que je vais vous présenter, il est complètement arbitraire. C'est un modèle que j'ai un petit peu élaboré, notamment au cours de 2023-2024, lorsque j'ai refait toutes les formations de la MDB Academy. Donc on a refondu intégralement toute notre offre de formation, et c'est également le modèle que j'ai utilisé dans le livre Devenir marchand de biens qui a été édité chez Vibert début 2025 et dans lequel vous retrouverez exactement ce modèle. En fait, la raison pour laquelle j'ai utilisé ce modèle de contrainte que je vais vous présenter maintenant, c'est parce que au fil des années, quand j'ai accompagné tous les marchands de biens en lancement ou en développement de leur activité, j'ai compris que c'était la meilleure manière de leur présenter les choses pour que ce soit compréhensible et que vous puissiez aussi repérer toutes ces contraintes lorsque vous allez les rencontrer tout au long de votre parcours opérationnel et que vous soyez armé au mieux pour les affronter. Donc si vous n'avez pas encore le bouquin, que vous ayez suivi nos formations ou pas, c'est un super rappel pour tout ce qu'il y a à savoir sur tout le long de votre parcours opérationnel en tant que marchand, donc un guide pratique. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à aller le commander, on vous mettra le lien en dessous de la vidéo. Et si vous l'avez, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir, parce que ça a été un gros boulot de sortir ce bouquin. Et oui, comme on me pose souvent la question, c'est moi qui l'écris, je me suis pas fait aider par un tiers ou par de l'intelligence artificielle. La toute première contrainte que vous allez rencontrer, c'est la contrainte commerciale. Pourquoi je mets ça en premier? Puisque l'activité de marchand de biens, il faut bien en avoir conscience, c'est une activité de commerce. Ça va avoir des implications non seulement au niveau de votre activité du terrain de tous les jours, mais aussi d'un point de vue fiscal et réglementaire. C'est-à-dire que si vous avez une activité de marchand, vous faites de l'achat-revente de manière régulière sur des biens immobiliers, vous devez déclarer cette activité au registre des commerces et des sociétés. C'est un impératif légal, parce que si vous vous amusez à faire des achats-reventes sur votre résidence principale, qui sont exonérés d'impôt sur la plus-value au titre justement de la résidence principale, et qu'en fait vous faites commerce de biens, il s'agit d'un abus de droit là-dessus. Donc je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a certains formateurs qui s'amusent qui sont plutôt des vendeurs de vidéos, qui s'amusent à inciter les gens à faire des allers-retours sur leur résidence principale. Faites très attention, puisque ça s'appelle pas être marchand de biens, ça s'appelle bricoler des trucs, et surtout ça s'appelle un abus de droit. Donc je vous invite à faire très attention. Si vous voyez des contenus comme ça, n'hésitez pas à les prendre vraiment avec des pincettes. Il est vrai que la plus-value qui est réalisée sur sa résidence principale est exonérée d'impôt, mais attention, c'est comme toutes les bonnes choses, le chocolat, le vin et autres, il ne faut pas en abuser. Je vais maintenant vous donner des exemples concrets des situations dans lesquelles vous allez rencontrer des sujets commerciaux en tant que marchand de biens. Déjà, tout le sujet de la prospection. Donc, où est-ce que vous allez prospecter? Quel type de biens vous allez rechercher? Quelle typologie de biens vous allez proposer à votre public d'acheteurs? C'est-à-dire avec quelle surface, quel niveau de prestation? Ça, ce sont des sujets de commerce. Vous allez devoir bien sûr connaître parfaitement votre marché. Quand je parle de votre marché, c'est que vous devez savoir quels sont les types de biens qui se vendent, lesquels ne se vendent pas, à quel prix ils se vendent, ceux qui ne se vendent pas, pourquoi ils ne se vendent pas, que recherchent les acquéreurs dans votre secteur, quel budget sont-ils prêts à allouer à leur acquisition immobilière. Tout ça, ce sont des sujets commerciaux que vous devez connaître absolument sur le bout des doigts. Ça fait partie de votre compétence de base de commerçant que personne d'autre ne pourra savoir pour vous.
Et vous devrez bien sûr être capable de faire des calculs de rentabilité qui soient fiables. C'est-à-dire, dans un premier temps, savoir élaborer un scénario commercial. C'est-à-dire, vous avez visité un bien, je sais pas, une maison, un appartement. Donc, la première chose, vous devez vous dire, ok, dans ce secteur, je sais que les acquéreurs vont rechercher tel type de bien et qui peuvent se le payer à tel prix approximativement. Donc là, vous allez commencer à élaborer un scénario commercial dans votre tête. Là, vous allez vous demander, ok, combien ça va me coûter de concrétiser ce scénario? Quels vont être les frais d'études qui vont être à mettre en place, les travaux, les frais de géomètre, d'architecte, tout ce genre de frais que vous allez rencontrer sur tout type d'opération. Et en face de ça, vous allez devoir mettre le chiffre d'affaires de votre opération, c'est-à-dire vous demander à combien est-ce que vous allez pouvoir revendre les lots que vous allez créer. Une fois que vous aurez toutes ces données, vous pourrez faire des calculs de rentabilité et ainsi vous pourrez vous positionner ou non sur ce bien. Tout ça, tous ces exemples que je viens de vous donner, ça fait partie de la contrainte commerciale. Et là, je vais vraiment insister. Je veux que vous rentriez ça bien dans la tête. Vous êtes à partir de maintenant des fucking commerçants. Il n'y a pas de honte à avoir. Imaginez-vous, c'est comme si je sais pas, vous faisiez commerce de chaussures ou de téléphone portable ou de pommes de terre. On s'en fout. La seule chose qui change, c'est l'objet de votre commerce. L'objet de votre commerce, c'est les biens immobiliers. Mais les questions que vous allez devoir vous poser sont les mêmes que si vous vendiez des pompes ou des patates. Ok? Donc demandez-vous, est-ce que les gens dans votre quartier, ils aiment les pommes de terre ou pas? Est-ce que les gens, ils ont des grands pieds, des petits pieds? Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Donc est-ce que les gens, ils vont porter des sandales ou alors il y a de la neige et ils vont porter des moon boots? Posez-vous ces questions-là à propos des biens immobiliers, puisque ça va vraiment vous donner des indications fortes sur ce dont les gens ont besoin, ce que les gens recherchent, quel est leur budget, qu'est-ce qu'ils vont prioriser et qu'est-ce que vous, in fine, vous devez leur proposer comme type de bien si vous voulez que ça se vende. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, c'est que les biens qu'on propose, ils se vendent, qu'on encaisse la marge et qu'on passe à autre chose. Donc ça, c'était la contrainte numéro 1, la contrainte commerciale. La contrainte numéro 2, c'est la contrainte qui est vraiment pas fun. Alors, les autres ne le sont pas spécialement non plus, mais celle-ci, elle l'est vraiment pas en termes de ce qu'elle va vous demander, c'est la contrainte réglementaire. La contrainte réglementaire, elle inclut tous les sujets de droit qui vont vous contraindre dans le cadre de vos opérations. Et il y en a deux principaux. Il y a le droit public avec tous les sujets d'urbanisme et il y a le droit privé avec tous les sujets, par exemple, de copro, servitude, lotissement, les contrats, ce genre de choses. Il faut comprendre que contrairement à la contrainte commerciale où on a une espèce de latitude de mouvement, c'est jamais blanc ou noir, eh bien avec la contrainte réglementaire, un peu plus souvent on a un effet couperet. C'est-à-dire que si par exemple vous envisagez une division d'un bâti ou une division de terrain et que vous consultez le règlement d'urbanisme et que le règlement d'urbanisme vous dit à cet endroit c'est interdit ou alors c'est permis mais sous des conditions que vous ne pourrez pas réaliser, je pense notamment à du sujet de place de parking qu'il va falloir aménager, là si c'est pas faisable, dans 98% des cas vous ne pourrez pas aller au bout, sauf si vous avez une dérogation de la mairie, mais c'est quand même relativement rare. Et donc, cette contrainte réglementaire, elle a vraiment cet effet noir, blanc, oui, non, ça passe ou ça casse. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien l'analyser, notamment dans les toutes premières étapes de votre étude de faisabilité d'opération. Lorsque vous envisagez une OP, vous avez visité un bien, vous dites ok, bon bah là je peux peut-être faire ça, ça ou ça. Donc là la première chose que vous allez faire c'est ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Et dans ces études de faisabilité il y a des sous-catégories, il y a notamment l'étude de faisabilité réglementaire qui va consister en fait à prendre d'un côté ce que vous souhaitez faire et prendre de l'autre côté ce qu'il est permis de faire et voir si ça marche. Donc là après, dans l'étude, il y a tout un tas de documents qu'il faut savoir trouver, qu'il faut savoir analyser. Ça fait partie en général des formations qui sont un peu structurées. Si vous voulez faire du marchand de biens de manière vraiment sérieuse, je vous invite à suivre une formation, que ce soit la nôtre ou celle d'un autre organisme, on s'en fiche, mais qui vous donne des bases ultra structurées sur les questions d'urbanisme. Ouais, je vois des gens qui me disent « Ah, j'ai fait une formation sur l'achat-revente, une formation sur le marchand de biens. » Je dis « Ok, fais voir. » Et ils savent même pas ce que c'est un PLU, il n'y a pas 30 minutes d'urbanisme dans leur formation. Donc, laissez tomber ce genre de truc, c'est du bullshit, c'est de la merde. Ok, donc si vous voulez
faire du marchand, suivez une formation dans laquelle il y a une bonne dose d'urbanisme, une bonne dose d'analyse de contraintes réglementaires, c'est extrêmement important. Et là-dessus, il faut que vous sachiez que vous allez rencontrer un grand nombre de professionnels de l'immobilier qui en fait ont une connaissance extrêmement faible des sujets réglementaires, alors que c'est à mes yeux un des points les plus importants. En gros, le potentiel des biens, il se trouve là, en général, dans les règlements de copro, dans les règlements d'urbanisme, pour savoir s'il y a du potentiel constructible, pour savoir si on peut aménager les combles, pour savoir si on peut faire une extension à la maison qu'on vient d'aller visiter, pour savoir si on peut faire une surélévation, une division de terrain. Et plein de fois, vous allez voir, vous allez rencontrer des agents immobiliers qui vont vous dire « Ah, ici, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça, et on pourrait faire ça. » Et en fait, quand vous regardez le règlement, vous dites « Mais mon Dieu, ils n'ont pas pris 30 secondes pour lire le règlement, sinon ils se seraient rendu compte du fait que, en fait, on n'a pas le droit. » Donc, si vous voulez surclasser la concurrence, si vous voulez être un véritable professionnel de l'immobilier, vous devez investir dans vos connaissances réglementaires, dans votre savoir-faire et dans votre capacité d'analyse de documents réglementaires. C'est pas tous les jours hyper fun, mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher des biens véritablement rentables. La prochaine contrainte dont on va parler est la contrainte technique. Donc là, je pense que vous allez exactement savoir de quoi il s'agit. C'est tous les sujets vraiment techniques qui sont liés à l'opération. Donc je pense bien sûr au sujet des travaux, que ce soit la rénovation ou autre, mais aussi véritablement les contraintes du bien que vous allez visiter. Parce que il y a une image que j'aime bien utiliser, qui n'est pas forcément ultra flatteuse, mais je trouve qu'il y a une image marquante. C'est l'image du Bernard l'Ermite. Donc le Bernard l'Ermite, il se balade, il trouve une coquille, bim, il se met dedans. Il se construit pas une coquille en se disant « Ah ouais, mon idéal de coquille, c'est ça. » Non, non, il y a la coquille, hop, je me démerde et je vais m'insérer dedans. Vous, c'est exactement la même chose. Vous êtes des Bernard l'Ermite de l'immobilier, et donc, en fait, vous trouvez une coquille qui est cet appartement, cette maison, et vous devez faire avec. Et en fait, elle a des contraintes. Et il y a bien sûr des contraintes de taille qui sont évidentes, mais il y a des contraintes en général d'accès. Donc, par où est-ce qu'on rentre dans le bien? Ça, en général, ça va beaucoup vous contraindre. Des contraintes d'ouverture. Donc, si vous visitez un appart, vous êtes dans une copropriété, il y a un certain nombre d'ouvertures, eh bien, ça vous contraint énormément. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec la disposition des pièces. Et il y a surtout la contrainte importante qui est la contrainte des réseaux. Où est-ce que se trouvent vos réseaux? Quand je parle de réseau, je parle d'élec, d'eau et d'évacuation. Alors, l'alimentation en électricité et en eau, en général, on arrive un petit peu à s'en débrouiller, mais c'est surtout le sujet des évacuations qui est importante, et notamment le sujet des eaux noires, c'est-à-dire les eaux de toilette, parce qu'il y a les eaux grises et les eaux noires. Eau grise, c'est cuisine, salle de bain, et les eaux noires, ou les eaux vannes, l'eau des chiottes. Typiquement, je suis en train d'étudier un appartement, faire une rénovation d'appartement, et c'est un appartement qui est assez grand, et il n'a qu'une seule descente en 100 mm, donc une canalisation de WC, et qui est positionnée à un endroit qui n'est pas vraiment stratégique. Et ben, c'est le cas de dire, c'est un peu la merde pour l'aménager, puisque on peut pas vraiment positionner de toilette ailleurs, donc un appartement de 150 m² avec un seul toilette. Donc on regardait des options, peut-être sani-broyeur à ajouter ailleurs, donc sani-broyeur qui peut éventuellement aller se remettre dans une colonne de 400, mais c'est plus ou moins toléré, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, typiquement, c'est une contrainte technique de laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire et qui peut être très embêtante. Souvent, la contrainte technique, elle n'aura pas le même effet couperet que la contrainte réglementaire. C'est-à-dire que, grosso modo, avec les travaux, on peut quasiment tout faire. C'est rarement un non ferme. On peut faire. Par contre, cela va avoir des incidences sur les questions de rentabilité. Et c'est là qu'il faut prendre conscience du fait que ces contraintes, déjà on va parler de leur superposition dans un instant, mais surtout ces contraintes, elles interagissent les unes avec les autres. Elles ne sont pas, c'est pas des contraintes qui sont empilées comme ça et étalées sur la table, il faut vraiment les voir comme un espèce de sandwich. Et surtout, un sandwich dont la mayonnaise dégouline entre les couches. C'est-à-dire que là, vous avez foutu une couche de mayonnaise avec la contrainte technique, et bien ça va dégouliner sur votre salami qui est en dessous, qui était votre rentabilité. Donc ces contraintes, il faut bien se dire qu'elles interagissent entre elles. Ça, il faut le garder en tête, puisque en fait, ça va vous poursuivre tout au long de votre opération et même tout au long de votre carrière de marchand de biens. On a parlé des travaux, mais les autres situations dans lesquelles vous allez rencontrer la contrainte technique, c'est aussi par exemple le sujet des concessionnaires. Quand on veut diviser un appart, créer
crée un nouveau logement en fait et qu'on veut apporter les réseaux, qu'on veut apporter des compteurs, que ce soit compteurs d'électricité ou d'eau, etc., on va avoir affaire au concessionnaire. Et bien là, ça fait partie à mes yeux de la contrainte technique. Il faut vous dire que la contrainte technique, vous allez la rencontrer quasiment sur toutes les opérations. Les sujets de concessionnaire, les sujets de travaux, ce sont des choses qui sont présentes sur quasiment toutes les opérations de marchand de biens. C'est pour ça que ça m'amuse, ça m'amuse relativement, ça me fait rire un peu jaune quand j'en vois certains qui essayent d'inciter des néo-marchands de biens à se lancer à grands frais, à intégrer leur réseau en leur disant ouais, vous allez trouver des opérations de marchand de biens sans travaux. Ça m'amuse énormément parce que les opérations de marchand de biens sans travaux, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et si tu fais une opération sans travaux, est-ce que tu es un marchand de biens ou est-ce que tu es juste un opportuniste qui fait des allers-retours sur le dos des gens? Je me questionne, j'ouvre le débat, je vous invite à participer dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez. La prochaine contrainte dont nous allons parler est la contrainte juridique. Et là, il va y avoir des sujets juridiques en fait tout au long de votre parcours de marchand de biens. Ça va vous accompagner vraiment tout le temps. Donc déjà, par exemple, il y a des sujets assurantiels pour le marchand de biens. Quelles assurances sont obligatoires? Quelles assurances sont recommandées? Dans quel cas de figure? Ça va être un sujet juridique. Aussi, vous allez avoir plein de notions de contrat. Alors, ce que vous allez signer chez le notaire, c'est vrai que ça s'appelle compromis, promesse de vente, mais en fait, ce sont des noms pour des contrats. Donc, soit l'avant-contrat, soit le contrat, tout simplement. Donc là, ce sont des contrats de droit privé que vous allez... Alors, c'est pas vous qui allez les rédiger, il va y avoir des hommes de l'art qui vont les rédiger, donc en général les notaires, et vous, ensuite, vous allez simplement les signer. Mais il faut être en capacité quand même de comprendre comment ils sont structurés, qu'est-ce que ça implique, et ce sur quoi il faut que vous soyez vigilant, parce que même si vous sous-traitez à des avocats, à des notaires, eh bien il faut quand même que vous soyez vigilant, parce que ce sont des humains, donc ils ont une capacité à l'erreur qui existe, et croyez-moi, ils vont se tromper, pas par malice, pas par incompétence, mais juste parce que ce sont des humains, et que comme nous tous, ils se trompent. Donc il faut que vous, en tant que porteur de projet, vous soyez vigilant et que vous regardez bien tous les documents juridiques, même si vous n'avez strictement aucune connaissance en droit actuellement, eh bien, il va falloir y aller, il va falloir s'y mettre. Vous allez voir, c'est pas ultra compliqué. Il faut juste se familiariser avec les termes, avec la manière dont les choses sont décrites. Et puis aussi, il y a certaines consignes, en tout cas certains points sur lesquels il faut un petit peu mettre son attention si on veut pas passer à côté de sujets un peu importants. Et les quelques exemples que vous pourrez rencontrer sur lesquels il faut que vous soyez vigilant, il y a les notions de conditions suspensives qui sont dans les avant-contrats. Donc, quelles conditions suspensives vous insérez dans les promesses de vente, le financement, l'urbanisme, la copro, que sais-je, toute condition suspensive qui va vous protéger. Il y aura les notions de délai dans vos contrats, qui sont dans vos avant-contrats notamment, qui sont ultra importantes, dont je parle tout le temps dans les formations et à qui veut bien l'entendre. Faire attention aux délais que vous allez insérer dans la promesse. C'est souvent beaucoup plus important que les sujets de prix, pourtant les gens y accordent une importance trop faible. Il peut y avoir aussi, et c'est de plus en plus important, les sujets de contrats de travaux, c'est-à-dire les contrats que vous allez signer avec les entreprises qui vont exécuter les travaux sur vos opérations. Moi, pendant de nombreuses années, je n'ai pas fait de contrat de travaux, en me disant ouais, on a les devis, trucs, et on serre la main et on fait confiance. Franchement, je m'en suis mordu les doigts. En 2024, je me suis fait dépouiller sur des opérations où je suis tombé sur des incompétents et des malhonnêtes. Je vous recommande maintenant chaleureusement de faire des contrats de travaux sur vos opérations. Nous, c'est la raison pour laquelle les personnes qui souscrivent à nos formations, notamment MDB Master, notre formation la plus avancée, on leur donne un modèle de contrat de travaux puisque on sait que c'est maintenant de plus en plus important. Dès que vous allez faire des opérations un peu complexes, il faut avoir un contrat de travaux. La prochaine contrainte est celle que vous attendez tous et toutes avec impatience, c'est la contrainte fiscale. On aurait pu la mettre dans la contrainte juridique, on aurait pu la mettre dans la contrainte réglementaire, puisqu'au final, la fiscalité, c'est du droit, mais je l'ai mise à part pour des questions de pédagogie, pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc la contrainte fiscale, ça ne vous aura pas échappé, j'imagine. Vous la rencontrez à toutes les étapes de votre activité de marchand, parfois même avant de l'avoir démarré, puisque vous devez à un moment donné créer une société, donc vous devez vous demander quel type de société vous allez créer, quel type de rémunération vous allez prendre, en fonction de quel type de fiscalité, parce qu'il y a la fiscalité sur la rémunération du dirigeant. Ça, c'est des questions que vous allez devoir vous poser assez rapidement. Ensuite, vous allez devoir vous taper la cohorte de sangsues financières que l'État nous fait tomber sur la tronche. La CFE, contribution foncière des entreprises, raison pour laquelle il ne faut pas mettre des locaux d'une trop grande taille sur votre déclaration de création de société.
La CVAE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est juste en fait une taxe qui a un nom de merde, on vient, on vous dépouille encore un petit peu plus. Bien sûr, les sujets de TVA dont vous avez certainement bien conscience, la TVA du marchand de biens qui est tout à fait, c'est assez particulière, j'ai fait tout plein de vidéos là-dessus, donc je vous invite à aller les voir si le sujet vous intéresse, je rentre pas dans le détail là-dessus maintenant, mais les sujets de TVA sont très importants, et bien sûr, tous les autres sujets de fiscalité que vous pouvez rencontrer tout au long de votre parcours entrepreneurial. Donc cette contrainte fiscale, elle a rarement droit de vie ou de mort sur votre activité, droit de vie ou de mort sur votre opération, elle va juste en impacter assez fortement la rentabilité. Hein, si vous pensiez que l'opération que vous êtes en train d'étudier, elle est soumise à la TVA sur la marge, et en fait c'est de la TVA intégrale, bah là, ça risque de faire un peu tout drôle quand vous allez faire le bilan de l'opération et que le notaire, il va vous dire, bon bah maintenant, on fait la déclaration de TVA, et là vous allez tout perdre. Donc il faut faire attention avec les sujets de fiscalité, mais ça j'imagine que vous en avez déjà conscience, puisque en général les personnes qui suivent mon contenu sont assez calées sur les sujets de fiscalité, mais quand même, je le reprécise. Maintenant, on parle de la contrainte financière. Et là, la contrainte financière, elle a plusieurs aspects. Déjà, il va y avoir l'aspect auquel vous ne pensez pas nécessairement, qui est l'aspect gestion de trésorerie. L'aspect gestion de trésorerie, il devient assez vite important quand on est marchand, puisqu'autant au début, quand on se lance, on fait une opération, deux opérations, on fait un lot, deux lots à la revente, on récupère sa mise et on réenclenche la machine. Mais au bout d'un certain temps, vous allez avoir 3, 4, 5 opérations que vous allez enclencher de manière plus ou moins décalée dans le temps. Ces opérations, elles vont durer plus ou moins longtemps, certaines 3 mois, 6 mois, 12 mois, et vous allez créer 2, 3, 4 lots par opération qui eux aussi vont se vendre à des intervalles plus ou moins écartés. Et là, il va falloir que vous appreniez bien à gérer la trésorerie, avoir une visibilité sur les entrées et les sorties d'argent, à se demander, bah, ok, comment est-ce que je fais pour justement gérer un petit peu ce bazar. Pour ce faire, un tableau de trésorerie pourra notamment beaucoup vous aider. L'autre partie de la contrainte financière, dont vous avez certainement conscience, c'est tout le sujet du financement. Le financement, il se dédouble, on va dire, mais il n'y a pas que le financement du marchand de biens, puisque ça, j'imagine que vous êtes bien au fait de l'importance de pouvoir se faire financer ces opérations, mais il y a un autre volet, puisque en tant que marchand, vous serez plus souvent vendeur qu'acheteur. Par conséquent, le financement de vos acquéreurs, il est absolument critique. Et il faut que vous le gardiez bien en tête, c'est pas un sujet à négliger. Hein. Trop souvent, je vous disais que dans cette vidéo, j'allais vous donner des fausses croyances et des trucs, et ben là, trop souvent, les marchands de biens, ils mettent une attention exacerbée sur leur propre financement, alors que c'est pas toujours autant un problème, et néglige un petit peu le financement des acquéreurs, alors que ça, c'est un point absolument critique. Parce que si votre acquéreur n'a pas son financement, vous repartez sur une commercialisation, vous perdez au moins 4 mois. Et ça, c'est vraiment un désastre. Donc il faut faire super attention avec ça. Et bien sûr, le financement des opérations de marchand de biens, qui est très important. Mais là-dessus, j'insiste, j'en parle souvent et je remets une pièce. Le financement, c'est jamais un problème quand on a une opération rentable. Il y a toujours l'argent. La seule question qui se pose, c'est combien est-ce que cet argent va vous coûter ? Gardez-le bien en tête. L'argent, il est toujours dispo. La seule question qui se pose, c'est combien est-ce que cet argent va vous coûter ? Parce que si vous le levez en financement bancaire, en financement participatif, si vous faites une association ou tout autre type de financement qui existe, eh bien, il va y avoir des coûts plus ou moins importants, des avantages, des inconvénients à telle et telle solution de financement. D'ailleurs, à ce propos, si vous cherchez du financement bancaire, j'ai créé une solution de courtage spécialement consacrée aux marchands de biens immobiliers qui s'appelle Nemera. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et également, on a créé une solution de financement pour tout marchand de biens porteur d'opérations rentables qui s'appelle Antares. Si vous souhaitez soumettre vos dossiers à notre examen, on vous met le lien aussi vers la candidature pour notre solution de financement Antares. Je précise juste que dans les deux cas de figure, que ce soit d'ailleurs nous ou n'importe quelle banque, n'importe quel investisseur, il faut que vous ayez déjà un dossier. Et quand je dis déjà un dossier, je dis à minima une promesse de vente signée. Ça sert à rien que vous nous contactiez en disant « Ah, j'ai visité un bien, j'ai vu une annonce, je suis en négo sur un truc ». Malheureusement, on ne pourra pas vous aider là-dessus. Nous, il nous faut du concret, donc à minima, une promesse de vente signée. Et nous allons parler de la dernière contrainte, last but not least, comme on dit en anglais. Donc c'est la dernière, mais c'est pas forcément la moins importante. C'est la contrainte personnelle. Je souhaite rappeler que tout commence et se termine par vous. Parce que lorsque vous allez créer votre boîte de marchand de biens, vous allez être seul à bord du navire. Donc vous allez avoir votre navire et vous allez être au gouvernail, vous allez être aussi au voile et vous allez être aussi, je ne sais pas où, les rames s'il n'y a pas de vent. Vous allez occuper tous les postes.
Et en fait, cette entreprise, elle va être à votre image, puisque ça va être une entreprise unipersonnelle. Et je suis persuadé que vous êtes pétri de qualité, je n'en doute pas. Vous avez aussi probablement certains points sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Tout ce que vous allez amener sur la table en tant qu'entrepreneur, en tant que marchand de biens, dans votre personnalité, vos points forts et vos points faibles, tout cela va se refléter de manière directe sur votre entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de fonceur, votre entreprise, il se peut qu'elle connaisse un développement rapide. Si vous êtes quelqu'un, au contraire, de très prudent, très conservateur, il se peut que le développement de l'entreprise soit beaucoup plus lent. Si vous êtes quelqu'un de très ordonné, c'est chouette parce que la trésor, vous allez faire très attention, etc. Mais peut-être que ça va impacter le développement de votre entreprise. Ça va avoir une incidence directe sur la réussite ou non, en tout cas sur les aspects du développement de votre activité. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de vous connaître vous-même, de savoir quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, de miser sur vos points forts et d'essayer d'améliorer un petit peu ces points faibles. On ne se transforme jamais vraiment, on peut améliorer, on va dire, on peut arrondir un peu les angles, mais on ne se transforme jamais d'une personne complètement bordélique en une personne ultra ordonnée. Donc il faut juste en avoir conscience, essayer de s'améliorer un petit peu et surtout bien s'entourer, parce que ça, c'est un des gros avantages de notre activité, c'est qu'on peut très largement déléguer, s'entourer de personnes qui vont venir nous compléter. Dans un instant, je vais vous parler de l'importance de la superposition de ces contraintes. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire que si vous souhaitez vous lancer en tant que marchand de biens, vous voulez faire des opérations, je vous parle d'opérations vraiment un peu sérieuses, pas des allers-retours tout simples, vous devez absolument connaître toutes ces contraintes et vous devez apprendre à toutes les appréhender. Donc véritablement, ne faites pas l'impasse sur une de ces contraintes. Si vous souhaitez vous lancer, si vous souhaitez, je sais pas, suivre une formation, suivre un accompagnement, veillez bien à ce que ces formations ou ces accompagnements couvrent tous ces sujets-là, puisque si vous partez à la bataille en ne connaissant pas la contrainte réglementaire, pas bien la contrainte fiscale ou pas bien la contrainte technique, putain, c'est comme si vous partiez à la bataille avec une épée en bois et en face vous avez je sais pas qui va vous tailler en pièces. Armez-vous comme il faut, vous allez au-devant d'opérations qui sont complexes, il faut prendre la mesure de la complexité de cette activité de marchand de biens, et si vous apprenez justement à appréhender toutes ces contraintes, alors vous serez armé bien comme il faut pour aller chercher des marges et surtout limiter les risques. Et bien entendu, petit coup de pub, c'est le cas de nos formations à la MDB Academy. Nous faisons en sorte que nos formations soient ultra complètes et qu'elles couvrent tous ces sujets-là. Donc si vous voulez vous former à l'activité de marchand de biens, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour prendre un appel avec une de nos conseillers, parce qu'on a une équipe mixte maintenant, d'orientation qui pourront vous diriger ou pas vers la bonne formation. Et comme promis, je vais vous parler maintenant de la superposition des contraintes. Parce que là, on les a un petit peu étalées sur la table. On s'est dit, ok, contraintes réglementaires, contraintes commerciales, contraintes techniques, etc. Super, donc on les a toutes là devant les yeux. Mais rappelez-vous l'image du sandwich. Okay, en fait, il faut que vous ayez en tête une image de superposition. Celle que j'aime bien utiliser parfois dans les formations, c'est l'image du millefeuille. En fait, c'est un millefeuille de contraintes, je l'utilise dans le bouquin aussi. Le millefeuille de contraintes, de vous dire, en fait, l'opération, elle consiste à monter un millefeuille comme ça, et puis à la fin, il faut que ça tienne un peu debout, et puis il faut que ce soit à peu près bouffable, et pas trop indigeste, quoi, si possible, la crème pâtissière, parce que sinon, ça va mal se finir pour vous. Et en fait, souvent, les gens oublient le fait que les contraintes, elles se superposent. Donc on a et la contrainte commerciale, et la contrainte technique, et la contrainte réglementaire, etc. Et c'est ça qui fait que c'est parfois si compliqué de trouver des opérations. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'arrive pas à trouver, etc. » Quand je regarde, c'est vrai que il faut que le PLU permette, que le règlement de copro soit OK, qu'au niveau des contraintes techniques, que tu aies les bonnes descentes, que ça aille bien. Il faut qu'au niveau de la contrainte commerciale, l'opération elle soit à peu près rentable. Au niveau fiscal, que tu te fasses pas défoncer sur la TVA ou les autres sujets. Bref, tous les sujets dont on a parlé dans cette vidéo, toutes les contraintes auxquelles vous allez être soumis, eh bien, il faut que ça se superpose et que ce soit aligné et que au final l'équation tourne malgré l'ensemble des contraintes, et c'est la raison pour laquelle il est si compliqué pour les personnes qui sont pas vraiment armées de toutes les compétences d'aller trouver des opérations rentables. Et avant de se quitter, je voudrais vous inviter à une petite réflexion, un petit partage. Il faudrait que vous me disiez, parce que ça m'intéresse, quelles sont les questions qui vous préoccupent le plus dans l'activité de marchand de biens, et au vu du contenu qu'on a abordé dans cette vidéo, que vous m'expliquez à quelles contraintes est-ce que ça se rattache. Donc n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.